Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de notre draft historique. Après avoir ajouté des légendes ou Paul Millsap à chaque effectif de l'Est, on va rajouter aujourd'hui des légendes ou des joueurs actifs aux franchises de l'Ouest. Et qui dit Ouest dit équipe renforcée parce que nous sommes 4 aujourd'hui, d'abord dans l'ordre alphabétique. Le bon élève, celui qui répond toujours en premier à mes mails, qui répond toujours en premier aux messages, etc. Oui, Amine, je te mets dans la sauce en disant ça parce que comme dans une cour de récré, tu seras détesté. Mais comment ça va, Amine, aujourd'hui? Ça va, ça va. Moi, je suis un peu le pion, finalement, vu mon âge. Donc, c'est pas si grave, finalement, que je sois détesté. C'est un peu mon rôle. Pas très grave. Il s'était auto-proclamé, je cite, la caution hipster. Constant, on repart sur les mêmes bases de la première partie qu'on vous invite à aller écouter si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire des critères encore plus restrictifs que les nôtres. Bien sûr, bien sûr. Je tiens à dire que si Amine était le pion, Ilias aurait été le doyen, effectivement, de l'équipe. Et puis voilà, mais les mêmes critères, mais quoique, j'ai peut-être transgressé certaines, mais globalement, oui, on va. C'est pas le jeu de prenez le meilleur joueur de chaque franchise, insérez-le dans l'effectif. C'est pas les critères de Ben, par exemple, ou de vice-versa. Mais voilà. Critère beaucoup plus simple, hein, le créateur fait ce qu'il veut. Ensuite, le renfort, du coup, CM le jour, fan des Raptors de la nuit. Gabin, deux questions. La question habituelle, comment ça va? La question numéro 2, est-ce que tu aurais aussi pris Vince Carter pour les Raptors? Bah ça va très bien, très hâte de voir si on va retrouver un Paul Millsap de l'Ouest. Ouais, pour les Raptors, du coup vous aviez pris Vince Carter. Je suis trop embêté parce qu'il n'y a pas de meneur historique en fait et c'est surtout ça qu'il aurait fallu Kyle mettre en Lowry. fait. Kyle Lowry, c'est tout. Et du coup Vince Carter je valide parce que c'est quand même une différence de niveau énorme. Ouais, après Vince Carter. Après sur Kawhi, je le considère quand même. Vous aviez dit qu'il avait fait qu'une saison. Moi, je trouve qu'on le considère quand même parce que c'est une saison de titre. C'est pas juste un passage éclair, en fait. C'est la meilleure saison de l'histoire de la franchise. Mais il y a trop d'ailiers. Il y a trop d'ailiers. Donc Vince Ex- Carter, ça me va très bien. Gabin, diplomate. Eh bien, bravo. Avant de commencer, on vous rappelle, comme d'habitude, de nous suivre sur toutes les plateformes de podcast. J'ai vu que vous étiez nombreux suite à mon petit message à avoir posté sur Spotify. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai publié tous vos messages. En tout cas, on vous remercie pour votre soutien. Et puis, note très importante, le DH20, les votes, c'est bientôt terminé. Au moment où vous écoutez ce podcast, il restera seulement quelques jours. Les votes vont être bientôt clos. Ça va être écrit dans la description. Je dois encore me mettre en relation avec mon superintendant, Tom, pour des votes. Donc, ça sera bientôt terminé. On vous invite aussi à nous suivre sur Twitter. J'ai décidé de refuser de dire X et également sur TikTok où on doit faire d'autres TikTok, mais c'est difficile avec ce genre de contenu. En tout cas, on marque une petite pause et puis on va démarrer la draft historique côté Ouest. Place donc à notre draft all-time, cette fois-ci à l'ouest, mais pour ceux qui avaient peut-être raté la première partie, rafraîchissons un peu les mémoires avec le règlement. On va donc sélectionner à chaque fois un joueur retraité ou actif qui a joué dans la franchise en question pour venir renforcer l'effectif. Très important, on choisit la version qui a joué dans l'équipe. Donc, j'avais pris l'exemple de Michael Jordan aux Wizards. Vous aurez donc Michael Jordan aux Wizards et pas le prime de Michael Jordan. Je pense qu'on peut pas mieux illustrer tout ça. On joue en 2023 et c'est peut-être encore plus important de le rappeler cette semaine parce qu'il y aura encore des choix peut-être encore plus difficiles historiquement et on est dans un contexte d'un match de play-off. Commençons avec, comme on le fait la semaine dernière, le classement de l'Ouest à l'inverse de la saison 2022-2023 avec les Spurs qui avaient terminé dernier, 22 victoires, 60 défaites. Alors, je vais commencer par celui qui était absent la semaine dernière, Gabin. Victor Wembanyama est arrivé. Tu nous rajoutes qui pour l'épauler? Franchement, c'est une des équipes pour lesquelles j'ai le moins réfléchi. Je prends Tim Duncan parce qu'en fait, il est beaucoup trop au-dessus de la concurrence. Je ne sais pas spoiler les autres. Je pense que vous avez considéré, par exemple, d'autres joueurs, mais je pense qu'une raquette Tim Duncan ou Mbanyama, ça peut fonctionner très bien. Tim Duncan, il jouait pivot sur la fin de sa carrière. Et en fait, surtout bon courage pour aller marquer dessus et pour scorer. Tim Duncan est un très bon joueur, Mister fondamental, donc ça me va très bien. Raquette Wemby Duncan. Je pense que ça peut même accrocher les playoffs. Oh,
Oh, Oh, il y aura du renfort. Hein, il y aura du renfort. J'ai aussi voté Duncan. Hein, je reste constant malgré les colibés. Je reste dans ma philosophie d'ajouter le meilleur joueur. Mais allez, je vais te lancer constant parce que je crois que tu as choisi mon hipster pick comme choix. Donc vas-y. C'est pas un hipster pick, David Robinson, quand même. ouais. Ah, C'est pas un hipster pick, David Robinson. J'ai pas pris Tim Duncan parce que, évidemment, meilleur joueur de la franchise. Encore une fois, si vous avez suivi le premier épisode, vous allez voir. J'ai transgressé la règle 2-3 fois. Mais David Robinson, parce que joueur marquant. J'avais pensé, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut aux Spurs? J'ai pensé à George Gervin. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on peut l'ajouter à l'aile? Mais je me suis dit, effectivement, il y a l'arrivée de Victor Wembanyama. Tu as besoin d'un joueur très fort en défense à l'intérieur qui peut être un peu le premier rideau avec Victor Wembanyama qui est le second rideau. Donc j'ai pris David Robinson, joueur fabuleux. Voilà, pas grand-chose à ajouter. Défense, attaque. Dans la NBA de 2023, c'est l'un des pivots historiques que j'imagine le mieux réussir. Voilà, pas Tim Duncan bien sûr, mais finalement, est-ce que la complémentarité entre Victor et Tim Duncan est bien meilleure que la complémentarité entre Victor et David Robinson si on est dans du basket fiction? Je demande à voir. Je trouve que David Robinson est peut-être même un poil plus complémentaire que Tim Duncan, mais voilà, c'est parce que sinon, j'aurais pris un meneur, mais j'ai pas envie de prendre Tony Parker parce que c'est pas du niveau de David Robinson ou de Tim Duncan. Kawhi, je vois moyennement ce qu'il pourrait apporter. Non, enfin, si, il pourrait apporter, mais je préfère David Robinson à côté de Victor Wembanyama. Amine, je te lance. On a donc 2 votes Duncan, un vote pour David Robinson. Personne n'a pensé, je te lance sur cette question, Amine, à Ginobili. Si, et je pensais que personne n'allait parler de Tony Parker, et c'est dommage que Constant l'évoque juste à la fin parce que je voulais faire une petite blague parce que je me dis, j'ai cherché un arrière et je n'ai trouvé que Ginobili et ça me paraissait un peu court, tu vois. Donc du coup, moi mon choix il s'est porté sur Tim Duncan parce que en fait tout ce qu'a dit Constant, je suis entièrement d'accord et je pense même que le fit Robinson Wembanyama me paraît plus intéressant en quelque sorte. Robinson a un aspect un peu plus rim runner aujourd'hui que ne l'aurait eu Duncan. Mais en même temps, je me dis, en fait, Wembanyama, il vient d'arriver. Donc peut-être que la meilleure chose dans ce choix, c'est qu'il va apprendre à côté de Duncan et Duncan va lui apprendre vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et il y a un côté mentorat qui me plaisait beaucoup dans le fait de choisir Duncan. Et effectivement, j'ai pensé à Ginobili, j'ai pensé à George Irving aussi. Mais ça me paraissait un peu court en fait quand t'as 2 intérieurs qui ont été aussi marquants pour la franchise. Je trouve que quoi qu'il arrive, le choix il devait se faire entre les deux. Voilà. Surtout, pourquoi j'ai pris Robinson? Parce que Robinson, il sait ce que c'est d'avoir un numéro 1 de draft qui arrive dans son équipe. Aussi. C'est validé. Tim Duncan. Donc Tim Duncan est choisi pour les Spurs. On va partir du côté des Rockets. On reste dans le Texas, un peu de géographie. 22 victoires, 60 défaites, même bilan. Est-ce qu'on va partir sur le même poste? Allez, je te lance cette fois-ci, Constant. On part sur quel poste? J'ai pas pris le meilleur joueur de l'histoire de la franchise parce que pour moi, c'est pas forcément le meilleur fit, donc je n'ai pas pris un Dream. J'ai quand même pris un autre pivot. En fait, la problématique, c'est quand tu regardes l'effectif des Rockets, au fit, quelles sont les légendes qui peuvent vraiment, qui fit le mieux? James Harden, il joue encore, donc non. Calvin Murphy, trop petit, il fait 1m79, donc non. J'ai pensé à T-Mac. Je m'en veux d'avoir pensé à T-Mac pour ajouter, quand même. Mais j'ai pris Moses Malone. Parce que Moses Malone, c'est quand même un monstre lors de ses années de Houston. Il est multiple MVP à Houston. Il a des saisons, il est en 31 points, 15 rebonds. On en a parlé déjà, Amine en avait parlé dans le précédent épisode lorsqu'on avait évoqué les Sixers. Donc voilà, il fait ses meilleures années selon moi du côté de Houston. Il emmène cette équipe de Houston en finale NBA. Il faut quand même le noter. Une équipe qui fait 40-42 sur la régulière et qui va en finale NBA. Donc voilà, j'ai pris Moses Malone, très grand joueur, qui a plus de MVP avec les Rockets que Hakeem Olajuwon, par ailleurs. J'avais pensé à Ralph Sampson, je me suis dit Ralph Sampson, dans l'NBA de 2023, il a un physique un peu, c'était le pré-Victor Wembanyama, mais finalement, ses années n'étaient pas si excellentes que celles de Moses Malone. Donc je me suis dit Moses Malone, comme en plus il a eu la réputation de former un joueur comme Charles Barkley et d'en faire une tête brûlée, je me suis dit Moses Malone qui arrive dans cet effectif des Rockets et qui donne 2-3 claques à certains,
Au niveau de la formation, ça pourrait être pas mal. Alors, c'est un autre type de formation que la formation à la Team Duncan. On est plus dans le vivace. Amine, du coup, t'es parti sur qui? Ceux qui me connaissent le savent, Hakeem Olajuwon est mon joueur préféré de l'histoire du basket. Donc, je ne pouvais pas ne pas choisir Hakeem Olajuwon. Je pense que Constant a cité à peu près tous les choix possibles. Je crois que tu n'as pas cité Yao Ming, même si ça fait un peu court, disons qu'il faut quand même le citer dans les possibilités. Ça fait un pivot de plus. Moi, perso, Olajuwon, en fait, faut se rappeler que le premier titre de Houston, il n'y a pas de Drexler avec lui. Et c'est un peu une équipe d'underdog qui est poussée. Il y a le jeune Sam Cassell qui est pas encore le Sam Cassell qui deviendra plus tard. Et à côté, c'est une équipe un peu plus d'underdog. Et les Vernon Maxwell, les Robert Horry aussi un peu plus jeunes. Mario Elie, exactement. Et en fait, je pense que le fit, c'est un peu comme on se disait la dernière fois, Michael Jordan, LeBron James. Bon, LeBron James, faut dire que le fit marchait en plus au Cavs. Mais là, tu t'en fous, tu t'en fous du fit. Tu vois, tu te dis que déjà, tu te dis que Tyree Eason, il va être titulaire parce que ça va bien marcher justement. Poste 4, Tyree Eason, poste 5, Hakeem Olajuwon. Tu construis autour d'Hakeem, quoi. Limite, de ball handler, là, tu dis à Jalen Green de travailler sur son QI. Et ça peut faire une équipe quand même assez forte, hein, parce que il te change ta défense et il te change ton attaque. Olajuwon. Gabin, un vote pour Olajuwon, un vote pour Moses Malone. J'ai pris Hakeem the Dream pour les mêmes raisons que Amine. En fait, quand tu joues dans un marasme comme les Rockets, tu prends le meilleur joueur pour moi. Et en plus, après, meilleur joueur, j'ai considéré aussi James Harden, mais t'avais trop de joueurs, t'avais trop de joueurs extérieurs et Hakeem reste meilleur selon moi. Et je me dis, le pauvre Amen Thompson qui vient d'être drafté, qui aura pas déjà beaucoup de temps de jeu, tu rajoutes James Harden sur les lignes arrière, il va pas voir le terrain. Donc Hakeem, ça me va très bien. Hakeem Olajuwon pivot. Eh bien, 3 Hakeem, je suis méchant, mais parce que moi j'ai écrit dans mon Google Doc Hakeem Olajuwon, avec des questions peut-être sur la capacité. Alors j'ai déjà lu Hakeem pourrait bien s'adapter à la NBA moderne avec peut-être la création d'un shoot, etc. Je demande à voir, parce que les pourcentages de lancer franc sont certes encourageants pour un pivot, mais pas non plus élite. Il a jamais dépassé les 80%, donc passons. Et j'avais écrit alternative James Harden, non, match de playoff. Fin de la parenthèse. Donc, on va continuer. Non, mais là, non, là, par contre, quand Gabin a dit James Harden est peut-être le meilleur joueur de l'histoire des Rockets, là, j'ai pas pu faire. Non. En termes de niveau, il n'y a pas de débat entre les deux. Non. Hakeem Olajuwon, enfin, je pense que c'est assez unanimement accepté, mais il tape à la porte du top 10 all-time des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Hein. Certains l'auront dans leur top 10. Certains, hein. Voilà. Et moi, ça discute avec Shaquille O'Neal en termes de niveau sur la carrière. Hein. Donc, voilà. Où je le situe. Mais sans manquer de respect à notre épisode de la semaine dernière, là, on part quand même sur un Tim Duncan, Hakeem Olajuwon. Alors, je ne manque pas de respect à Grant Hill et à Larry Johnson, mais on est quand même sur des bases un peu plus violentes sur le début Attends. Quand on va faire les Pels et les Wolves, ça va rééquilibrer un peu la balance. Mais alors, on parlera des Wolves parce que je pense que ça va être un des plus grands débats des 30 équipes. On va enchaîner par une équipe qui m'a posé, moi, quelques petits soucis. Ce sont les Blazers. 33 victoires, 49 défaites. Alors, précision importante. On enregistre quelques jours ce podcast avant sa sortie. Au moment où il est enregistré, Damian Lillard est encore aux Blazers. Donc, Damian Lillard est à Portland pour cet exercice. Tout le monde n'a pas encore donné son choix en premier. Qui n'a pas donné son choix en premier? C'est Amine, qui l'a toujours pas fait. Donc, Amine, Blazers, tu pars sur qui? Alors, ça a été compliqué. Ça a été peut-être le choix le plus compliqué de toute la conférence Ouest. Et j'avais pas envie de prendre la Marcus Aldridge. Après une discussion avec toi, Ben, la semaine dernière, on en avait parlé vite fait. Et effectivement, la Marcus Aldridge dans la NBA 2023, j'ai un peu peur. Brandon Roy, c'est trop court et ça fit mal. Donc, il y avait beaucoup de trucs comme ça. En finale, je me suis dit, Bill Walton, hein, un pivot qui défend et qui est un super joueur. Je sais pas ce que ça vaudrait
exactement aujourd'hui, mais en tout cas, ça me paraissait le choix évident un peu par défaut, mais en tout cas, ouais, du coup, Bill Walton, pivot, excellent rebondeur, excellent défenseur au cercle, donc voilà. Eh ben, mettez-moi un deuxième Bill Walton, tout simplement parce que Bill Walton est le meilleur commentateur de l'histoire du basket. Il est hilarant. Il faut aller l'écouter. Enfin, dans le mauvais sens de hilarant. Et deuxième chose, je vous invite vraiment les auditeurs, mais je pense que la plupart des auditeurs le connaissent, la chaîne Thinking Basketball de Ben Taylor, qui revient sur les meilleurs pics des joueurs. Et la vidéo sur Walton est intéressante parce que c'est un joueur qui a eu un pic, justement, un sommet en niveau très très fort, mais je pense qu'il est un peu mal connu de nos jours. Enfin, personnellement, moi, c'est très mal connu de ma personne, mais je l'ai choisi parce que je pense qu'il leur faut, c'est peut-être leur besoin numéro un pivot, et la qualité de passe qui est décrite et de protection de cercle sera intéressante. Avant que Constant nous sorte un joueur obscur, peut-être, on ne sait pas, c'est la surprise Constant. Gabin, t'es parti sur qui? Un troisième Bill Walton. Vous mettez ça à la place de Nurkic et je pense que l'équipe devient bien meilleure. Puis voilà, quand même, finale MVP 1977, je me souviens comme si c'était hier, grand moment. Donc voilà. Elias s'en souvient, il était devant FR3 pour les finales 77. Eh bien, 3. Pour l'instant, Gabin, Amine et moi-même, on est toujours d'accord, pour l'instant. T'es parti sur qui, Constant, du coup? C'est normal, vous êtes d'accord, vous prenez le meilleur joueur de la franchise à chaque fois. Non, c'est pas le meilleur. Non. Alors du coup, je vais prendre peut-être le meilleur joueur de la franchise, un joueur vraiment très très fort. Pour les Blazers, je pense que ce serait pas mal. Je vais prendre Damian Lillard. Pardon. Non, c'est un clean sweep puisque j'ai aussi pris Bill Walton. Je pensais pas que vous alliez tous le sélectionner. Il faut quand même mentionner Clyde Drexler, quand même. Parce que si on parle de Brandon Roy, il faut quand même mentionner Clyde Drexler. Bill Walton, énorme défenseur, mais énorme qualité de passe aussi pour un pivot, surtout pour l'époque. C'est un très bon passeur. Alors oui, effectivement, son prime est moins connu parce que au bout de sa 3e saison, même au bout de sa 2e saison, il y a des blessures au niveau du pied. Mais voilà, énorme défenseur, énorme qualité de passe, qui n'était pas le plus gros scoreur, mais qui est déjà le MVP des finales du seul titre des Blazers en 77. MVP de régulière la saison suivante, donc Bill Walton, pour moi, tu remplaces Nurkic par Bill Walton, c'est déjà un bon gros upgrade pour les Blazers. Je m'étais plaint aussi du manque d'ajout de pivot la semaine dernière. Alors là, on part. Alors Duncan, ça dépend, mais là, on part sur 3 intérieurs pour démarrer. Du coup, avec Tim Duncan, Hakeem Olajuwon et Bill Walton, on enchaîne du côté du Jazz d'Utah. 37 victoires, 45 défaites. À moi de. Je vais commencer. Alors, je vais pas faire trop long. Le Jazz. Pour moi, j'ai pris John Stockton parce qu'en fait, il faut de la création pour cette équipe-là et que, en termes de création dans un jeu 2023 qui est très accentué pick and roll, je pense que c'est un joueur qui se serait amusé vraiment. Alors, il y a peut-être des questions autour de la dimension physique, mais c'est ce qui manque du côté du Jazz. J'ai pas considéré Karl Malone, j'ai pas. En termes de meneur, on aurait peut-être pu considérer, si on donne beaucoup de crédit à la NBA actuelle, un Deron Williams dans les années 2000, mais j'ai pas voulu en donner autant que ça. Donc pour moi, ça a été un choix assez rapide, John Stockton. Et au niveau des alternatives, j'ai rien trouvé qui me plaisait vraiment pour vraiment répondre à ce problème de playmaking et de création. Donc ça a été John Stockton. C'est très difficile à 4 de savoir à qui on a donné la parole. En plus, il est 2h30 du matin. Gabin, vas-y, t'as pris qui pour le Jazz? John Stockton. J'espère qu'on va pas être d'accord sur les 15 choix parce que sinon l'épisode, j'aurais pas grand chose à dire. Ouais, John Stockton pour les mêmes raisons, organisation de jeu, meneur, pour encadrer des jeunes, je pense que ça va être le meilleur joueur. Donc ça me paraît bien. Sur le terrain. Je veux juste qu'il encadre sur le terrain. John Stockton. Tu préfères que John Stockton encadre hors terrain ou Karl Malone? Franchement, aucun des deux, comme ça, à choisir. Du coup, t'es parti sur qui, Constant? John Stockton. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du Jazz. Mais en termes de fit, t'ajoutes John Stockton. Enfin, on se souvient de John Stockton pour sa qualité de passe, bien évidemment, mais il ne faut pas oublier que c'était une peste en défense. C'était vraiment une teigne. Il n'avait pas l'air comme ça, mais c'était une teigne défensivement. Voilà, dans une équipe du Jazz qui a beaucoup de joueurs sur le poste 3, sur le poste 4, tu ajoutes un playmaker de la qualité de John Stockton, tu as tout de suite une bien meilleure équipe. Après, c'est un passeur assez classique. Il n'y avait rien de vraiment extravagant dans le jeu de passe de John Stockton. En tout cas, moins que certains meneurs un peu all-time. Mais je le prends parce qu'effectivement, capacité de jouer sur pick and roll, il va être très fort.
Et puis voilà, j'avais pensé à Andrei Kirilenko pour déconner. Mais encore une fois, il fallait. Non, mais c'était un fort joueur. Mais quand tu vois le nombre de poste 3 et de poste 4 qu'avait le Jazz, même Karl Malone, j'ai pas pris en considération. Donc Stockton, meilleur joueur de la franchise, mais aussi meilleur fit. Amine, est-ce qu'on est sur un 4 sur 4? Vous avez tout dit. J'aimerais juste dire, ouais, j'ai Stockton, hein. Évidemment, c'est en fait, c'est une franchise où je trouve très clairement avoir un doute sur qui est le meilleur joueur de l'histoire de la franchise entre les deux que vous avez cités, donc Stockton et Malone. Et là, comme l'a dit Constant, il y a environ 15 ailiers forts du côté de Utah, dont deux des plus gros salaires, donc John Collins et Lauri Markkanen. Ça me paraissait évident, surtout que j'ai envie de dire, bon, Stockton t'apporte énormément au niveau du fit, ton équipe elle devient tout de suite plus forte, forcément. Ces types de joueurs, on a parlé de Jason Kidd l'année dernière du côté des Nets, c'est pareil. Ces types de joueurs, ton équipe, elle atteint un plancher tout de suite. Et puis aussi, j'aimais déjà pas Karl Malone à l'époque, alors que je connaissais pas tous les dossiers. Mais là, pour moi, c'était hors de question de mettre Karl Malone, parce que c'est une personne que je déteste, tout simplement. Et là, j'ose le dire. Eh ben, il est rhabillé pour l'hiver et c'est tant mieux. On va enchaîner. Du coup, voilà, il y a tellement de transitions de mauvais goût, c'est l'été que j'aurais pu faire, mais je reste calme avec. Donc, Dallas, on va enchaîner 38 victoires, 44 défaites. Amine, je vais partir avec toi parce que tu es celui qui a pris la parole en dernier. Du coup, du côté de Dallas, tu ajoutes qui en complément de Luka, pardon, et aussi de Kyrie Irving? Encore une donc fois, vous allez peut-être entendre dans le DH20. Vas-y. Encore une fois, ça va pas être très original, mais j'ai fouillé un peu pour essayer d'avoir un choix un peu plus original sur celle-là, mais je pense que c'est quand même Dirk Nowitzki. Y a pas trop de doute. Je suis pas sûr que tout le monde aura fait ce choix, mais avec toutes les limitations qu'il apporte, c'est une arme offensive extraordinaire et on l'a vu avec Luka, vraiment, il était presque en déambulateur, donc la saison qu'il fait avec Luka Doncic. Revoir un Nowitzki un peu plus frais avec Luka et Kyrie, du coup, ça donnerait une équipe en attaque. Je suis pas sûr qu'il soit obligé de défendre si bien que ça pour mettre en tout cas 140 points à l'adversaire tous les soirs, quoi. Alors là, je vais me réfugier du côté de Constant parce que j'ai aussi Dirk. Je suis prêt à parier Gabin à Dirk. Donc tu nous as choisi qui, Constant? J'ai pas pris le meilleur joueur de l'histoire de la franchise. Oh, je suis là pour amener un petit peu de diversité. Exactement. Honnêtement, tu me sauves. Si t'étais pas là, ce serait bien plat. Hein, vas-y. On est tous d'accord, oui. Non, dire que. Alors pourtant, Dieu sait que je suis pas un grand fan de Dirk Nowitzki. Enfin, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais heureusement qu'il y a 2011. Mais après, j'ai pris en considération beaucoup trop longtemps Tyson Chandler. Tyson Chandler, j'ai vraiment réfléchi. Hein. J'ai réfléchi à Michael Finlay, moi. Hein, donc, Tout à fait. J'ai pensé à Michael Finlay. Mais finalement, j'ai pris Mark Aguirre. Parce que si tu prends pas le meilleur joueur, qui est Dirk Nowitzki, quoique est-il vraiment le meilleur joueur quand on compare à Luka Doncic? Je laisse les fans de Dallas en débattre. Mais j'ai pris Mark Aguirre parce que à l'aile, tu multiplies encore une fois le potentiel offensif de ton équipe. Et voilà, Tyson Chandler est resté que 2 saisons à Dallas, dont une où il était vraiment carbonisé, la 14-15. Enfin, il était déjà pas mal fatigué. Donc, j'ai pris Mark Aguirre, capacité de scorer, surtout à mi-distance, bien évidemment, mais qui savait faire d'autres choses, qui était capable de faire un petit peu de passe, un tout petit peu de défense. Et puis, avant Dirk Nowitzki, il y a quand même cette équipe des Mavs de 88 qui fait finale de conf face aux Lakers, peut-être d'un joueur dont on reparlera dans quelques instants. Mais aussi souligner qu'avant Dirk Nowitzki, il y a Mark Aguirre, donc je l'ai pris. Et voilà, tu fais une petite triplette Kyrie, Luka Doncic et Mark Aguirre. Bon, même quand Kyrie a décidé de ne pas jouer parce qu'il a piscine, parce qu'il a machin, tu mets Mark Aguirre et Luka Doncic. Mais voilà, Dirk, bien sûr, Tyson Chandler en considération, mais Mark Aguirre parce que triple star à Dallas aussi. Gabin, le mot de la fin sur les Mavs. Dirk. Mais tu as anticipé. J'ai l'impression que je suis Monsieur Obvious. On est tout le temps d'accord sur les pics, mais en même temps, là, pour celui-là, honnêtement, si on joue pas avec des règles comme constant pour dynamiser le truc, il n'y a pas vraiment d'autres choix possibles, quoi.
J'avais pensé à un truc, mais c'était vraiment tiré par les cheveux et c'était pas fit. J'avais pensé à Steve Nash, son passage à Ouais. Dallas, qui est bon aussi, qui est court mais qui est bon. Mais je me suis dit Steve Nash, Kyrie sur le backcourt, c'est petit. Et puis la problématique, c'est qu'on peut pas mettre 14 fois le même joueur. Ouais, aussi. Voilà. C'est aussi Voilà. un problème. Clin d'œil, clin d'œil. Ah, ça spoil, hein. Alors moi, je vous annonce, les gars, qu'il y aura peut-être 3 fois le même joueur dans la même conférence. Passons. Alors, du coup, on va continuer. Alors là, je suis obligatoirement obligé de donner la parole à Constant pour parler d'Oklahoma City. 40 victoires, 42 défaites. L'heure est grave. L'heure est grave. Qui est-ce que tu rajoutes à ton effectif, Constant? Serge Ibaka, bien sûr. Non, c'est faux. J'ai pris le meilleur joueur de l'histoire de la franchise, mais qui est aussi le meilleur fit. Il joue encore. C'est le même théorème que LeBron James. J'ai pris Kevin Durant parce que, voilà, pas grand-chose à ajouter. Tu ajoutes Kevin Durant à l'aile dans ce Thunder. Donc, globalement, c'est poste 2 chez Gilgeous Alexander, poste 3 Jalen Williams, poste 4 Kevin Durant, poste 5 Chet Holmgren. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Il t'apporte pas mal de choses en attaque. Donc voilà, il y a pas trop. Et puis en plus, l'histoire du Thunder est tellement courte parce que je prends pas en compte Seattle. Hein, ça compte pas, c'est pas la même franchise. Hein, sinon, oui, on aurait pu réfléchir potentiellement à Sean Kemp, on aurait pu réfléchir peut-être même à Ray Allen parce que ses meilleures années, elles sont aux Sonics. En tout cas, en termes de production Gary individuelle. Gary Payton, bien sûr. Mm. Gary Payton, à la place de Josh Giddey, défensivement, tu as un petit step-up, effectivement. Mais je me suis dit, à l'aile, on va ajouter Kevin Durant. Et voilà, peut-être qu'il partira au bout de 4 ans pour rejoindre une franchise ennemie. Mais c'est le meilleur joueur, c'est le meilleur fit. J'ai pris KD. Vous m'excuserez, Gabin Amine, je tiens un fan d'Oklahoma City, donc je continue avec lui. Quel Kevin Durant, du coup? Quelle année, s'il y a une année que tu as en tête, ou je sais pas? J'hésite entre la 12-13 où il est en 50, 40, 90 ou la 13-14 où il est MVP à 32 points de moyenne. Il doit être à 5 passes de moyenne. Ce qui est juste dommage, c'est que défensivement, il était meilleur à Golden State. Mais en termes d'efficacité, si on compare à la moyenne NBA, le True Shooting Plus, les meilleures années sont à OKC. Et en attaque, c'était Durantula. Enfin, voilà. C'est soit 50, 40, 90, soit sa saison MVP. Playmaking n'était pas là tout de suite. Il arrivait un peu après sur les 3-4 dernières années du run de KD au Thunder. Eh bien, KD, Gabin Amine, est-ce qu'on est sur l'équivalent d'un des LeBron James de l'Ouest? Ben moi, j'ai considéré, on doit pas jouer avec les mêmes règles, parce que j'ai considéré Seattle, et du coup, j'ai quand même pris Kevin Durant du Thunder. Moi, j'ai considéré Seattle et j'ai pris Detlef Schrempf. Non, c'est pas vrai. J'ai pas considéré T'as pris Seattle. Dell Ellis. J'ai pris Nate McMillan, d'ailleurs. Non, j'ai pas considéré Seattle et j'ai pris Kevin Durant. Meilleur joueur de la franchise, oui. Joueur le plus iconique de la franchise, non. Je pense qu'il faut citer Russell Westbrook. Ça serait pas un bon fit, mais il faut le citer quand même. C'est la légende de Casey. Je pense que Constant sera d'accord avec moi là-dessus. J'imagine. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est moins bien que Kevin Durant, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans le feed. Donc, j'ai pris quand même Kevin Durant. Encore une fois, je veux pas exagérer, les gars, mais sur le début, on est donc sur Tim Duncan, Hakeem Olajuwon, Bill Walton, John Stockton, Dirk Nowitzki, Kevin Durant. Je vais pas vous rappeler la liste de la semaine dernière sur le début, mais il y a quand même un c'est pas petit... Prime Paul Millsap, hein, c'est sûr. Hein. C'est pas pour... Alors, beaucoup de colibés sur Paul Millsap, mais quand même, il y avait aussi, je tiens à rappeler, des choix qui étaient... Mais je vais pas m'attaquer à certaines petites statuettes. T'attaques pas à Penny, ouais, effectivement. Exactement. Qui est pas non plus le meilleur joueur qu'on ait sélectionné la semaine dernière. Prime Penny Hardaway, c'est autre chose que Prime Paul Millsap, hein, quand même. Alors, moi, je l'ai vu en direct. Hein, je tiens à dire que je ne fais pas la comparaison entre les personnes. Je dis juste que par rapport au gratin qui a été cité il y a quelques secondes, et puis deuxième chose, tu remarqueras, Gabin, tu es mon allié ici, les mecs disent Paul Millsap, il fallait s'interposer. Je n'ai rien imposé. J'ai dit Joe Moi, je suis Johnson. fautif. Moi, je suis Amine fautif. qui a choisi Prime Je suis Paul fautif, Millsap. je l'assume, je suis fautif. Et j'aurais pas Moi, dû j'ai faire jamais ce été choix. d'accord. Hein. Je n'ai jamais été d'accord. Je m'excuse auprès de tous les supporters des Hawks parce que j'ai fait un mauvais choix.
Et des Non, mais ayants droit de Dominique Wilkins aussi. Du coup, Nos ok. fans suisses nous remercieront de ne pas avoir bougé Capella, donc on a peut-être gagné des abonnés, et c'est quand même bien. Exactement. Toujours l'esprit corporate. Enchaînons Voilà. avec les Pélicans. Les Pélicans, une équipe, une franchise très très jeune, donc ce sont celles qui posent parfois un peu de difficultés. Je vais commencer avec toi, Gabin. 42 victoires, 40 défaites la saison dernière. Tu nous as rajouté qui du côté des Pels? Chris Paul, j'ai beaucoup hésité avec un autre joueur dont vous allez parler, c'est sûr. Mais Chris Paul à la place de CJ McCollum, ça me semble être un upgrade énorme pour organiser le jeu autour de Ingram et Zion. Je pense que l'équipe a une autre tête tout de suite. De Chris Paul, le prime Chris Paul, très 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 fort et ça ferait beaucoup de bien à cette équipe. Surtout que là, on serait quand même dans une division, on va continuer, mais il y aurait quand même un chouïa de meneurs peut-être légendaire. Donc, je pense qu'il faut très vite renforcer parce que tu peux pas arriver avec la main actuelle du côté des Pels. Constant, t'es parti sur qui? Chris Paul. Et la problématique, c'est que Chris Paul, alors il a fallu faire. Alors attends. Du coup, j'ai le droit qu'à un Chris Paul. Donc en fait, j'ai plus galéré à dire où je le mets plutôt que de dire qui je mets. Parce que les Pels, bon, c'est une franchise jeune, hein, mais on va pas partir sur David West, on va pas partir sur Peja Stojakovic. Voilà, on va prendre Chris Paul. C'est le meilleur joueur de l'histoire de la franchise des Pels. C'est le meilleur fit en plus. C'est certainement ses meilleures années. 2008, c'est l'année où il est deuxième du MVP. Donc, je prends Chris Paul. Et en plus, effectivement, ou alors tu mets CJ McCollum en 2 et tu enlèves Herb Jones ou Trey Murphy du 5 majeur, à condition que Zion Zion joue. Ça, peut-être, le joueur historique, c'est de la santé pour Zion. C'est peut-être ça qu'il faudrait leur souhaiter au lieu de Chris Paul. Mais voilà, c'est le meilleur joueur. Effectivement, tu ajoutes un joueur de la qualité de Chris Paul au playmaking pour servir des joueurs comme Zion Williamson. C'est très, très, très solide en termes de jeu. Question Amine, est-ce que tu as hésité avec Anthony Davis? Oui, j'ai pas seulement hésité, j'ai choisi Anthony Davis. Comme ça, on aura une belle raquette prête pour l'infirmerie avec Zion AD. Donc moi, je prends AD. J'ai vraiment beaucoup hésité justement plutôt dans le sens inverse avec Chris Paul parce que évidemment, pour le coup, le fit serait plus d'aller chercher Chris Paul, d'avoir vraiment ce gestionnaire dans cette team qui ferait énormément de bien parce qu'il y a un peu tout et ça manque un peu. Disons que McCollum est capable du pire comme du meilleur et c'est plus souvent le pire malheureusement. En tout cas cette saison c'était le pire et du coup on a envie d'ajouter ce Chris Paul, mais je me dis que vraiment Anthony Davis de cette époque que tu mets au poste de pivot, si Zion joue en fait dans le meilleur des mondes, si tout fonctionne bien, c'est pas grave que ton meneur c'est CJ McCollum, ton équipe elle va être trop forte en fait. Et il va s'occuper de la défense, Zion va s'occuper de l'attaque et l'équipe sera trop forte. Donc j'ai pris Anthony Davis moi. Quand même mentionner de Marcus Cousins. Enchaînons. Alors, du coup, non, c'était un choix. Là, c'était vraiment un choix à deux têtes du côté des Pels. Après, vous avez parlé de la saison difficile de CJ McCollum. Je tiens à noter aussi la saison difficile au niveau du CBA de CJ. Donc, enchaînons. Non, saison réussie. Saison réussie pour CJ McCollum au niveau des. Oui, il s'en met plein les poches, lui. Oui, donc la saison est réussie. Lui, il s'en met plein les poches, pas tout le monde. On va enchaîner. Alors, quand j'ai noté le nom des Timberwolves qui avaient gagné 42 matchs, Constant se fracasse la tête contre son micro. Les Wolves. Quand j'ai noté les Timberwolves à 42 victoires, 40 défaites, j'ai tout de suite repensé à ce moment dans l'épisode de Noël où on devait éliminer une franchise NBA de la face de la planète Terre et Gabin avait choisi directement les Wolves. Et en voyant les joueurs à ma disposition, je me suis dit, il y a des arguments solides, en fait, pour c'est l'été, on se lâche un peu, pour faire un peu exploser cette franchise. Allez, je vais commencer, les gars. Je suis désolé, le fit n'a aucun sens, mais je prends Kevin Garnett. Vous voulez que je prenne qui exactement? C'est qui l'alternative? Oh là là. Oh, le front de course, Garnett, Gobert, 4. Alors, je dois bientôt rentrer en France, donc pour garder ma nationalité française, je ne dirai pas ce que je ferai. Parce que je pense que je perdrai ma nationalité. Du coup,
au vu de ce que je voudrais faire si jamais il y avait ça. Mais pour moi, c'est Garnett parce que déjà, moi, c'est un joueur que j'ai pas eu la chance de voir en direct parce que j'étais trop jeune, mais c'est un joueur que j'aurais adoré voir, Kevin Garnett, et tout simplement parce que c'est largement le meilleur joueur de la franchise. Et on parlait de ça avant de commencer, les gars. C'est peut-être une des franchises où l'écart entre le 1 et le 2 est le plus abyssal. Il y a un monde entre Kevin Garnett, je te vois caisser, je te relance, Amine, entre Kevin Garnett et le joueur que tu places numéro 2, quel qu'il soit, il y a un monde d'écart. Ouais, moi je pense que le numéro 2, bon, peut-être là il y aura des désaccords, mais c'est pas loin d'être Kevin Love, peut-être le deuxième meilleur joueur de l'histoire de la franchise. Donc ne pas prendre Garnett parce que le fit est pas bon pour prendre Kevin Love, ça n'a aucun sens. Du coup, moi j'ai pris Garnett aussi. Hein. Il y a eu une petite réflexion. Je t'avais dit, j'avais trouvé un petit truc, mais c'était impossible, qui fitait un peu mieux, mais Sam Cassell, donc qui a passé 2 saisons vieux Non. aux Wolves, mais c'était pas possible. Donc, je pense que Constant a trouvé mieux, a fouillé un petit peu plus les grimoires. Mais moi, perso, du coup, ouais, Kevin Garnett, moi, je vais mettre un peu plus les pieds dans le plat. J'ai une double nationalité, Ben. Donc, je me fiche j'ai pas encore. d'en perdre une. J'ai envie de dire que ma raquette, ça serait Towns Garnett, qui serait très complémentaire en plus et qui fonctionnerait très bien. Voilà. Gabin, tu nous avais teasé un petit truc. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as mis Luc Ridnour, du coup, au poste de meneur? Amine, t'as effacé ma surprise. Donc j'ai mis Sam Cassell en meneur. Mais On est deux. ah ouais. Et ben voilà, t'as effacé notre surprise. Sam Cassell, allez, 2 saisons, mais bonne saison. All-Star. Il fait finale de conf avec l'équipe, 20 points par match. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que c'est le moins bon joueur dans toute ma liste, de très loin. Et que c'est un upgrade, mais pas énorme par rapport à Mike Conley, en fait. Donc vraiment, Sam Cassell, mais je suis pas convaincu de mon choix. Mais je refusais de faire jouer ensemble Towns, Gobert et Garnett. Et d'en mettre un sur le banc, ça me semblait trop compliqué, donc allez, Cassell. Alors, s'il y a vraiment une équipe auquel il faut pas rajouter un intérieur, c'est les Wolves. Ils en ont déjà, ils en ont suffisamment. Ils en ont 3. Ils ont 4, ils ont Gobert, ils ont Nasri. D'abord, alors, on va pas rajouter un intérieur. Ou alors on aurait dû faire vraiment juste, on dit quel est le meilleur joueur de la franchise et on l'insère dans l'effectif 2023. Donc j'ai pris Sam Cassell parce que non seulement il est All-Star, mais il est All-NBA en plus cette saison-là. Bah, Il est à 20 points de moyenne, il est à 7 passes. C'est un peu le Julius Randle de l'époque. Oui, bon, effectivement, quand on regarde les Wolves, il y a pas besoin de fouiller dans les grimoires pour les Wolves puisque c'est une franchise jeune, donc elle a à peine plus de 30 ans. Donc tu peux pas remonter dans les années 50 ou dans les années 60 et c'est vraiment une franchise qui est marquée par un joueur. Vraiment, il y a l'emprise d'un joueur partout. Dallas, c'était un peu ça avec Dirk, mais c'était même moins fort que ce qu'a pu avoir les Wolves avec Kevin Garnett. Son maillot n'est toujours pas retiré, je tiens à le préciser. Donc voilà, j'ai pris Sam Cassell parce qu'en termes de fit, oui, est-ce réellement mieux que Mike Conley? Je pense quand même. Je pense oui. quand même. Je pense quand même, c'est peut-être un poil mieux. C'est pas non plus beaucoup mieux, mais c'est peut-être un poil mieux. Mais oui, parce que encore une fois, si tu raisonnes en termes de fit, bah, tu vas pas prendre Ricky Rubio, tu vas pas prendre, je sais pas, Nikola Pekovic. Voilà, on peut citer des joueurs comme ça. Mais donc j'ai pris Sam Cassell parce qu'en termes de fit, c'est le seul joueur effectivement où je me dis, tu peux le considérer comme un joueur historique et l'insérer dans cet effectif. Mais c'est clair que l'écart, enfin, au-delà de ça, bon, déjà l'écart entre Garnett et Kevin Love est immense. Mais ensuite, te dire quel est le meilleur meneur de l'histoire des Wolves, te dire que c'est Sam Cassell, hein. Sam Cassell qui est resté 2 ans en plus, hein. C'est dur. Ouais, mention Donc, pour Stephen Marbury quand même. On n'a pas cité, mais j'ai un peu hésité. On est tombé bas là. On est plus bas que Paul Millsap. Ah, si on en vient à citer Stephen Marbury là. on est face à un 2-2, donc on vous fera peut-être voter sur X, sur Twitter, je ne sais pas. Moi, mon seul argument, Amine, je te laisserai peut-être... on leur laissera un droit de réponse. Est-ce que Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Karl Anthony Towns, Kevin Garnett, c'est pas quand même bien meilleur que Sam Cassell, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Karl Anthony Towns, Rudy Gobert? Moi, je dirais même que, en fait, là, on est sur un joueur qui est tellement meilleur
que tous les autres historiques de la franchise, ça on l'a déjà dit, mais par contre qui est tellement meilleur que leurs intérieurs, en vérité. À un moment donné aussi, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je m'en fous que peu importe qui tu vas bencher et qui va pas jouer, à la limite, j'ai plutôt choisi Towns. Mais si Towns joue pas, si Gobert joue pas, à la limite, le seul que je vais garder, c'est Nasri dans backup. Et Oh là là. Oh, les deux, là, En backup. ils sont en train de prendre des rafales, là, les deux intérieurs. Là. Attends, non, mais à un moment donné, Kevin Garnett, quoi. Je sais pas. Moi, je suis très haut sur Kevin Garnett, sur ce qu'il était comme joueur. C'est un joueur extraordinaire qui change ta franchise. C'est-à-dire que là, il aurait pour une fois des joueurs plus forts qu'il a eu justement à l'époque. Et moi, je veux Kevin Garnett avec justement Conley, avec Anthony Edwards, avec J-Mac, avec Kyle Anderson. C'est bien pour Kevin aussi, ça. Est-ce que Anthony Edwards c'est vraiment meilleur que Joe Smith? Pas sûr. Wow. Là, on va rentrer sur d'autres désaccords. Non, mais je plaisante, Oui, bien sûr. bien Mais sûr. moi, après, pour Gabin, ça c'est son choix. Mais comme moi, je prends pas le meilleur joueur de la franchise, sauf si c'est le meilleur fit, bah du coup, t'es obligé de gratter, effectivement. Donc tu prends Sam Cassell. Parce que même à l'aile, quel est le meilleur ailier de l'histoire des Wolves? Quel est le meilleur ailier de Il est fort. Kevin Love, The Wolves, on était C'est plus un proche du intérieur, pivot de toute que de l'ailier. Hein. Ouais, je suis d'accord. Quel est le meilleur ailier de l'histoire des Wolves? Là, j'en ai pas en tête comme ça. C'est Kyle dire. Anderson. C'est dire. Ouais. En une Voilà. saison. Bah, c'est déjà Edwards, hein, en vérité, non? C'est pas c'est vraiment un Wiggins. ailier, c'est un arrière. Bah, arrière ailier, moi je considère forward, mais c'est. Du Ça coup. va être Wiggins. Ça va être Wiggins, hein. Ouais. Ouais, si Wiggins. Non, ouais. Bah, voilà. Butler. Les saisons Ah de oui, Butler. bah, on est con. Bah, Ouais, oui. mais il est resté un On est an. con. Il est resté Mais ça un an. compte. Ah, Mais il est resté un an. Ouais, et Jimmy Mais ça Butler. compte, Non, ouais, mais effectivement. je suis d'accord avec toi. Non, mais Mais Jimmy Wiggins. Butler, oui, d'accord. Effectivement, Jimmy Butler. Mais si on prend un gars qui est resté plus que 6 mois pour venir défoncer le Andrew vestiaire au Wiggins. moment de partir, c'est Andrew c'est Wiggins. Andrew Wiggins. C'est Ah, Andrew putain. Wiggins. Ouais, donc c'est compliqué. Eh ben, celle-ci restera en suspens et on va enchaîner. Alors, comment passer d'un extrême à l'autre? Parce que on passe quand même de l'équipe trop. où On reste à Minneapolis, quelque Et on part. reste on à reste à- Minneapolis. on reste à Minneapolis, mais on est quand même passé de l'équipe où on a donc ont été cités Pekovic. J'ai glissé. Trop. J'ai glissé Ridnour parce que je suis vraiment un hater. On a parlé d'Andrew Wiggins aux Lakers. Lakers, 43 victoires, 39 défaites et à peu près, honnêtement, c'est une dinguerie. Je vous l'ai envoyé quand même. Alors, on le sait, mais quand tu fais rien que la pré-liste des Lakers, c'est meilleur que des listes entières de divisions de certaines, de la South East de l'Est. C'est meilleur. Du coup, moi, Franchise plus vieille aussi. Que la Oui, South East, mais- il y en a des franchises Wow. jeunes. oui, après, constant, même sur les 25-30 dernières années, Oui. il y a quand même déjà le Don Quichotte de Dunkebdo. Vous avez, alors moi, avant même de commencer, je vais faire un petit tour de table, les gars. Vous avez considéré qui? Parce que pour moi, rien que la liste des joueurs qu'on a considérés, alors pas choisi, mais considérés, déjà la liste, elle pourrait être longue. Je vais commencer par ordre alphabétique. Amine, sans révéler le choix, t'as considéré qui? J'ai considéré Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, James Worthy, Elgin Baylor, Jerry West et Kobe Bryant. Constant, t'as considéré qui? J'ai considéré personne parce que mon choix était décidé. Au moment où je me suis dit je prends qui pour les Lakers, je me suis dit ça peut être que lui. Donc oui, il y a des légendes, mais mon choix était arrêté. C'est le premier nom auquel j'ai pensé. Je me suis dit c'est lui et ce sera aucun autre. Gabin. J'en ai 4 parce que j'ai pas voulu prendre les trop anciens. Donc Magic, Kobe, Karim, parce que Karim, en fait, donc c'est l'exception. Et Shaq. Magic, Karim, Shaq, Kobe et Wilt, parce que Wilt quand même, parce que ça répond pas, je pense que ça répond pas aux règles de l'humanité, tout simplement. Constant, t'as un peu excité tout le monde là. Je ne donne pas ma liste, j'ai choisi un seul homme. Qui est l'homme en question, du coup? Le logo. J'ai pris Jerry West. Je m'en doutais. Parce que si tu prends pas le meilleur joueur de la franchise qui se bagarre entre Magic Johnson et entre Irving Johnson, il y a vraiment bagarre entre les deux pour savoir quel est le meilleur Lakers de tous les temps. Je prends Jerry West. Et même en termes de fit, je préfère l'apport de Jerry West parce que oui, il n'y avait pas de ligne à 3 points à l'époque.
mais de ce qu'on voit de Jerry West, s'il y avait eu une ligne à 3 points, il aurait été un shooter d'élite. Oui. Donc, je prends Jerry West parce que tu me mets Jerry West à la main de ces Lakers avec sa capacité de playmaking. Faut pas oublier qu'il a été 5 fois All Defensive. Alors peut-être que le nom sur maillot aidait pas mal au niveau de choisir et de remplir Des le votes. bulletin. Peut-être. Mais n'empêche que voilà, c'est le logo de la NBA. C'est pas le logo de la NBA pour rien. Capacité de tir que n'aurait pas eu, je pense, Magic Johnson. Énorme scoreur. Donc tu ajoutes Jerry West à cette équipe des Lakers. Moi, je trouve que c'est un choix évident, que c'est même en termes de fit, c'est mieux qu'un Shaq, c'est mieux qu'un Karim. Et dans la NBA de 2023, Jerry West aurait toutes les qualités pour jouer à ce niveau-là. Un Jerry West, Gabin. Kobe. J'ai envie d'avoir un gros scoreur qui va casser les défenses. On sait que les Lakers, ils savent défendre. J'aurais pu prendre un shooter à 3 points qui est la grosse faiblesse. Mais Kobe en a un, mais surtout un gros scoreur. Et j'ai envie de le revoir jouer avec LeBron comme à Team USA. Le fit me paraît pas mal, en fait. Je pense que l'équipe où l'attaque était le gros point faible devient quasiment indéfendable avec LeBron, Kobe, Davis. Donc ça me plaît pas mal. Mais grosse hésitation avec Magic Johnson que j'ai finalement délaissé à la toute fin. Tu prends quel Kobe? 2006. Avec Voilà. Donc l'année où ouais, il le perd gros au premier scoreur. tour. Ouais. Mais l'année où il score le plus, où il est au prime niveau efficacité, quoi. Non, mais j'aime bien Kobe, hein. Me tapez pas les fans de Kobe, hein, je vous souviens. Je taquine, hein, parce que les fans de Kobe, parfois, ils peuvent... Non, mais évidemment, Kobe. Mais... Ok, d'accord, Gabin, ok. Un Jerry West, un Kobe Bryant. Il y a tellement de choix qu'on peut... Il y a moyen qu'on n'ait pas les quatre, qu'on ait 4 différents. Amine. Alors, je vais éclaircir un petit peu ma longue liste de tout à l'heure. J'ai fait une longue liste au tout début, puis ensuite, j'en ai gardé 3. Et parmi les 3, il n'y a pas Kobe. Par contre, il y a Jerry West. Non. Il y a Jerry West dans mes 3. Il y a Magic Johnson et il y a Karim Abdul-Jabbar. Parce que je me suis... Ensuite, mon choix s'est vite porté vers Magic. Et puis, j'avais aussi... Je me suis dit, déjà, on n'a pas mis Karim Abdul-Jabbar aux Bucks. Ça va être un gros disrespect de mettre Karim Abdul-Jabbar nulle part. Donc, j'ai hésité beaucoup. Jerry West me paraissait le fit le plus intéressant. Je suis d'accord avec Constant sur ce qu'il a dit en termes de ce qui t'apporte en shooting et tout. Et puis je me suis dit en fait non. Je suis d'accord avec autre chose qu'a dit Constant. Le meilleur joueur de l'histoire des Los Angeles Lakers, c'est Magic Johnson. C'est un joueur extraordinaire. Alors ça pose des vrais problèmes parce que effectivement il y a un problème de shoot avec Magic Johnson qui est un vrai problème pour ces Lakers-là dans cette construction-là. C'est-à-dire que la seule présence de D'Angelo Russell très moyen leur a fait du bien parce qu'ils avaient besoin d'une menace au shoot. Donc ça va poser problème qui est Magic Johnson, mais je pouvais pas ne pas ajouter Magic Johnson. Il va falloir construire bizarrement cette équipe, mais donc c'est Magic. Eh bien, victoire de Magic Johnson parce que j'ai un biais complètement assumé envers Magic Johnson. Donc, c'est Magic Johnson, 2 victoires, 2 votes pour lui. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Amine, ça pose de grosses questions. Après, moi, j'ai envie de voir cette vision de jeu avec LeBron. Certes, LeBron vieillissant, donc ça, c'est un peu embêtant. Promo DH20, on en parlera. Donc ça, c'est un peu embêtant. Alors, le disrespect Karim Abdul-Jabbar, ça c'est vos genres de choix. Hein. Moi, je me mêle pas de ça. Deuxième chose, alors c'est bête, hein, mais on a pris Larry Bird. J'aurais eu un peu de mal d'avoir d'un côté Larry Bird, de pas avoir Magic, donc j'avais envie dans notre NBA fantasmé de remettre ça en avant. Et puis moi, c'est juste, honnêtement, j'ai beaucoup considéré Kobe. J'ai vraiment beaucoup considéré Kobe, mais mon problème, c'est vraiment en allant encore regarder les stats. Je sais qu'il n'y avait pas de volume, mais Kobe, le shoot à 3 points, il y avait trop de shoot à mi-distance. Et en fait, en termes de spacing, je me serais posé des questions. Et Jerry West, moi, ça tombe dans ma règle des joueurs beaucoup trop anciens. J'ai pas assez vu, donc je considère que j'ai pas assez vu pour me prendre position. Donc j'ai pris Magic Johnson, tout simplement parce que c'est le joueur que j'ai pas vu, que j'avais le plus envie de voir. Donc dans ce jeu-là, j'ai envie de choisir Magic. On va continuer avec une autre franchise où il y a beaucoup de choix possibles. Les Warriors, 44 victoires, 38 défaites la saison dernière. Vous allez m'insulter, j'ai longuement considéré Kevin Durant, mais je ne l'ai pas fait.
parce que vraiment là, je pense qu'on allait me jeter des pierres. Constant, t'as pris qui? Alors, ça m'embête que tu me demandes en premier, puisque mon choix n'est pas définitif et n'est pas établi. Il y a bien, deux pistes. Eh ben, on Voilà. va te laisser réfléchir et on va lancer Gabin. T'as pris qui, Gabin? Bah, vous allez m'insulter, mais j'ai pris Kevin Durant. Donc j'ai pris les Warriors 2017-2018. Il manque plus que re-signer Iguodala et on est reparti, quoi. Non, franchement, mais j'ai pas... Bah, je pensais pas que t'allais si mal le prendre, Ben, mais pour moi, KD, c'est un joueur all-time, en fait, chez les Warriors. Il fait 2 ans, 2 fois finale, 3. finale MVP. 3 ans. Bah, je voulais dire 2 fois MVP des finales. Donc, une équipe indéfendable, c'est... KD, moi, Après, il y a d'autres choix, vous allez en parler, mais pour moi, c'était le meilleur. Avoir la tête d'Amine de Kevin Durant, du coup. Ouais, c'est ça le problème. De quoi? Avoir j'ai ta pris tête. KD au Thunder et aux Warriors. Non. Avoir la tête d'Amine, il a aussi pris Kevin Durant, non? Non. Non. Ah, Non, t'as mais pris qui, moi j'ai rigolé tout à l'heure parce que tu te disais vous allez m'insulter de l'avoir sérieusement considéré. Je crois qu'on est presque obligé de sérieusement le considérer parce que le fit Oui. est bon et que même si c'est court, c'est une version des... C'est en fait tu le rajoutes le KD de la meilleure équipe de tous les temps à peu près le même roster avec 2 joueurs plus vieillissants quand même, mais il y en a toujours un qui est au top et du coup ça rend l'équipe trop forte. Non, moi j'ai fait un choix en fait. Je me suis dit, on va réussir à le mettre nulle part et c'est rare que je prenne des joueurs d'un temps très ancien, mais j'ai pris Wilt Chamberlain parce que je me suis dit, enfin le pivot destructeur, dominateur pour ces Warriors. Moi j'aimais bien, je sais pas, j'ai pas trop, j'ai pensé à Rick Barry, qui est un formidable joueur. J'ai pensé à aussi toute l'époque du Run TMC. J'ai pensé un peu plus à Chris Mullin, qui je trouve qu'on passait mieux au niveau du fit pour ses Warriors. Mais du coup, ouais, j'ai pris Wilt. Wilt, il a une place quelque part, et donc Wilt Chamberlain, pivot des Warriors en 2023, j'ai un peu envie de voir ça, quoi. Eh bien, servez-moi un deuxième Wilt. J'ai aussi Wilt, tout simplement parce que, encore une fois, quand on voit les images d'archives, il y a quand même cette sensation d'un mutant par rapport aux autres, et je serais vraiment... Et je pense que ça resterait un mutant, hein. Je pense qu'on est devant un mutant global dans l'échelle de l'humanité, et je serais tellement fasciné de le voir en 2023. Et encore une fois, je renvoie vers cette très bonne vidéo de Ben Taylor, et tout simplement, le pivot. Franchement, en termes de talent pur, sans considérer peut-être, je sais pas, le storytelling, pas en termes de talent pur, mais peut-être en fit 2023 pur, j'aurais peut-être pris le Kevin Durant effectivement de cet moment-là, mais il y a une petite, je sais pas, intrigue historique parce qu'en fait, quand on commence à faire à mettre petit à petit tous nos joueurs, ben on a pas ajouté Karim Abdul-Jabbar, mais on a du côté du Hakim Olajuwon, on a alors dans un tout autre domaine, mais actuellement un contemporain Jokic, donc j'ai un peu envie de voir cette bataille de pivot à l'Ouest, donc Chamberlain. Du coup, Constant, quel est ton choix au final? J'avais pas pris en considération Kevin Durant, pour être très honnête. Parce que déjà, j'avais pris au Thunder. J'avais pensé à Chris Mullin. Ouais, allez, donnez-moi un troisième Wilt. J'hésite vraiment avec Rick Barry. Parce que Rick Barry, champion avec les Warriors en 75, il fait de la NBA avant, monstre de scoring, vraiment extrêmement prolifique, mais Wilt Chamberlain en fait. Là, honnêtement, ajoute peut-être même en termes de fit, tu remplaces Kevin Looney par Wilt Chamberlain, t'as un bon gros upgrade. Et essayer de défendre Stephen Curry à l'extérieur avec Wilt Chamberlain à l'intérieur, c'est compliqué. Tout en devant défendre sur Wilt qui, si les contres avaient été comptabilisés à l'époque, serait à des moyennes hallucinantes, à côté de Draymond Green. Donc, autant vous dire, pour marquer un panier sur cette raquette-là, c'est très compliqué. Donc, oui, juste pour avoir d'un côté Steph, Wilt, et de l'autre côté Wilt, Draymond, Wilt, je sélectionne Wilt Chamberlain, mais j'hésitais vraiment avec Rick Barry, qui est un peu plus NBA 2023, mais la surdomination de Wilt, surtout que c'est le Wilt des Warriors, hein, donc c'est le Wilt 52 points, 25 rebonds, donc je prends Wilt Chamberlain. En fait, vous m'avez convaincu, limite. Franchement, j'ai envie de changer d'avis parce que c'est vrai que quand tu y réfléchis, tu upgrade Kevin Looney par Wilt Chamberlain, c'est une autre dimension tout de suite, quoi.
Après, tu upgrades Andrew Wiggins par Kevin Durant, Il c'est aussi un prend bel Kevin upgrade. Durant, Ah, je c'est suis pas d'accord, mal. mais en fait, c'est ce que Ben a dit sur le fait que Kevin Looney va se taper des pivots historiques en défense, et je me dis tout de suite, ah, peut-être que Wilt, en fait, ça fera plus l'affaire. Je vais me faire Alors, je vais me faire des vrais ennemis. Est-ce que c'est vraiment Wiggins que tu sors du 5 pour faire entrer Kevin Durant aujourd'hui? Oh là là, attention. Oh là là. Ah, tu mets beaucoup. Draymond... Ah oui, mais tu veux dire, Amine, que tu mets Draymond en 5 et que tu sors Kevin Looney? Peut-être. Non, je t'aide un peu. On blasphème beaucoup, on blasphème beaucoup. On est joueurs, c'est l'été. On enchaîne. On enchaîne par les Clippers. Les Clippers, 44 victoires, 38 défaites. Oh le timing, je vais pas du tout regarder ça. Du coup, on a le temps, c'est l'été. 44 victoires, 38 défaites pour les Clippers, je reprends. Est-ce que ça s'est résumé à 2 choix, les gars, celui-ci, plus ou moins? Est-ce que c'est un duel Blake Griffin-Chris Paul qui finit par... Ah, Gabin me fait non, Constant me fait non, J'en Amine avais un semble... troisième, je l'ai pas beaucoup considéré. Perso. Ah, Amine, mon vrai allié dans cette bataille d'aujourd'hui. Allez, Amine, je te lance, commence. T'as choisi qui? Alors, un peu moins allié, parce que pour moi, c'est une bataille à 1 en vérité. Mais j'ai considéré Bob McAdoo, donc c'était mon troisième. Et sinon, moi, au fit, j'ai choisi Chris Paul, qui, comme je l'avais pas pris aux Pels en plus, ça me gênait pas du tout de le prendre aux Clippers. Donc le Chris Paul des Clippers plutôt que Blake Griffin. Les Clippers ont besoin de ce meneur gestionnaire depuis qu'ils ont créé Kawhi Paul George. Donc comment ne pas leur donner l'un des meilleurs peut-être la meilleure version de Chris Paul. Ça se joue justement avec les Pels. L'équipe devient très très forte. Je pense qu'on va faire le petit truc à la fin justement où on verrait où situerait l'équipe. Et là, les Clippers ces Clippers-là drivés par le prime Chris Paul, je demande à voir. Pour le... Gabin, t'es parti sur qui? alors j'ai considéré 4 joueurs, donc évidemment Blake Griffin, Chris Paul, Bob McAdoo et Elton Et Brand. Paul Pierce. Non, désolé. Vas-y. On a déjà fait la blague Non. la semaine dernière, c'est ça le pire. Et vous allez m'insulter, mais le cinquième, que j'ai vite abandonné, mais c'était quand même DeAndre Jordan. J'ai regardé ce qu'on pourrait en faire parce que j'avais envie de remplacer Zubac. C'est pas un joueur que j'apprécie forcément et je me dis que si tu le remplaces par un pivot historique, t'améliores forcément l'équipe. Mais en fait, ce qui me gêne un peu, parce que quand j'étais resté sur Bob McAdoo, c'est que c'est un peu trop petit. C'est 2,6 m et c'est trop ancien. C'est-à-dire que donc il a joué de 72 à 76. Je me dis, tu prospectes trop sur ce que ça pourrait être en 2023. Et du coup, au fit, en fait, j'ai pris Chris Paul. J'avais déjà sélectionné Chris Paul, donc j'ai pas pris Chris Paul. Et c'est là où on voit, désolé aux fans des Clippers, mais la misère que les Clippers ont connue pendant 45 ans. C'est-à-dire que voilà, les équipes comme les Wolves, comme je sais pas, comme les Raptors, c'est des équipes qui sont nées dans les années 70, dans les années 90 justement. Les Clippers, ils sont là depuis les années 70. Il y a Bob McAdoo, il y a 30-35 ans où il n'y a pas grand-chose, il y a un peu de Elton Brand, et après il y a Chris Paul. Et le problème... Vas-y. C'est juste, je repensais parce que je l'ai même pas noté rien du tout, mais l'époque, les Clippers nullissimes des années 90, qui était une vraie blague à l'époque. Il y avait Ron Harper avant qu'il aille au Blues. Tout à fait. Et un Tout à fait. très Je pensais très à bon Ron Ron Harper, scoreur, pas encore le pitbull défensif. Et il aurait pu être considéré, même si c'est dans une équipe horrible des Clippers. Mais non, moi j'ai pris Bob McAdoo parce que déjà j'ai sélectionné Chris Paul et puis voilà, tu remplaces Bob McAdoo par Ivica Zubac. Et en fait, si on commence un petit peu à développer des narratives, quand tu vois le nombre de pivots historiques que tu ajoutes, bah, finalement c'est peut-être pas plus mal d'ajouter un joueur de la trempe de Bob McAdoo. Il a été MVP, si je ne dis pas de bêtises, avec les Clippers. Alors, à l'époque, ils étaient à San Diego. Donc C'était voilà. les Buffalo Braves, non? Non, c'était Buffalo, t'as raison. C'était Buffalo. C'était les Rockets qui étaient à San Diego. Oh, le mec a cherché. Hein. On voit le regard vers le Word. Non, mais voilà, après, Bob McAdoo, il a fait des saisons où il était en 32 points, 15 rebonds dans les années 70. Donc, et puis, comme on ajoute que des pivots historiques ou presque dans cet épisode, avoir un joueur de la trempe de Bob McAdoo, finalement, c'est
pas plus mal pour les Clippers que d'avoir Ivica Zubac. Sinon, évidemment, le fit parfait, je pense que ça aurait été Chris Paul. Mais je l'ai déjà sélectionné. Mais effectivement, tu ajoutes un joueur de la trempe de Chris Paul à cet effectif des Clippers. Ouais, c'est bien. Mais j'ai pas du tout considéré DeAndre Jordan. Blake Griffin, je l'ai pas vraiment considéré non plus. J'ai pris Mohamedou à la place de Zubac, c'est très bien. Ça fait un 5 en plus. Petit, pas trop grand non plus, donc pas trop lourd, que tu peux bouger. Donc voilà. J'ai pensé un peu à Blake Griffin dans un moment de grande faiblesse. Puis je me suis dit, bon, effectivement, tout a été résumé par Amine, ils ont besoin, ces Clippers-là, d'un maestro. Chris Paul est un maestro, même s'il y aura 3 Chris Paul, même s'il y aura 2 Chris Paul dans la même division, du coup, concrètement, on va partir sur Chris Paul. Donc, on va enchaîner, et moi, il y a un paradoxe, les gars, dans cet épisode, c'est que c'est le miroir de l'épisode d'avant. C'est-à-dire que je vais, sans manquer de respect aux Kings, aux Grizzlies et aux Nuggets qui arrivent, on va pas ajouter les meilleurs joueurs maintenant. On va même possiblement ajouter les moins bons joueurs presque les moins bons joueurs de l'épisode maintenant dans les meilleures équipes en saison régulière qu'on avait eu à l'Ouest. Commençons avant ça par les Suns. Les Suns étaient à 45 victoires, 37 défaites. Je vais commencer, désolé Constant, Steve Nash, parce que le projet Point Booker, je suis quand même ultra sceptique par Devin Booker à la main. Steve Nash pour la gestion, Steve Nash pour le spacing dans le tir à 3 points. Donc c'est parfait, c'est exactement ce dont ils ont besoin. J'avais considéré j'ai un peu considéré Amaré, pour être honnête. J'avais considéré, bien évidemment, Charles Barkley, bien évidemment, et pour un choix un peu plus hipster pick, il y avait Sean Marion, mais il y avait trop de questions autour du fit, donc pour moi c'était Steve Nash, tout simplement, pour les Suns. Qui a aussi voté Steve Nash du côté des Suns? Ici. Moi. Allez. Pourquoi tu t'excuses auprès de moi? J'ai pris Steve Nash. J'adore Steve Nash, Constant. Bien sûr, j'adore. Attends, playmaking, propreté au tir, d'où tu penses que j'aime pas Steve Nash? En plus, ça a été. Ouais, mais c'est le meilleur joueur de l'histoire de la franchise. Ça se débat. Ça se débat. Alors déjà, d'une part, oui, c'est le meilleur joueur de l'histoire de la franchise, mais c'est le meilleur fit aussi, Steve Nash. T'ajoutes Steve Nash. J'ai pensé à Kevin Johnson, j'ai pensé à Jason Kidd. Je me suis dit, ils sont pas meilleurs que Steve Nash. Je n'ai pas pensé à Murray, j'ai pas pensé à... Enfin, si, j'ai pensé à Charles Barkley. Je me suis dit, t'ajoutes un joueur à la main. Effectivement, le projet Point Booker ou le projet Point Bill, moi, j'y crois pas non plus. Donc, tu mets un joueur de la trempe de Steve Nash, qui est un meneur, enfin, un playmaker d'élite, efficacité au tir redoutable. C'est-à-dire que sur l'intégralité de son passage aux Suns, il est en 50, 40, 90. Pas sur une saison, sur l'intégralité de son passage aux Suns. C'est 7 saisons quand même. Donc, non, Steve Nash, il peut même jouer off-ball, il peut même lui faire du playmaking. Donc non, pour moi, c'était un choix relativement facile d'insérer Steve Nash dans cette équipe. Et là, en termes d'armada offensive, c'est quand même très très élevé. Quelqu'un a quelque chose à rajouter là où on enchaîne rapidement? Très rapidement, je trouve que c'était un choix assez évident, bien que Charles Barkley a tapé fort à la porte, mais le fit est pas terrible, je trouve, de rajouter Charles Barkley pour le coup aux Suns. Et puis Steve Nash, on a beaucoup parlé de ces meneurs trop forts, gestionnaires et tout, et généralement, carrière terminée, on les déteste tous un peu pour ce qu'ils sont devenus dans la vraie vie, les Jason Kidd, les John Stockton. Et là, Steve Nash, ça va, c'est un mec cool. En tout cas, on le sait pas. En tout cas, si. Bon, les fans des Nets, ils le trouvent pas forcément cool. Hein. Oui, mais en tout cas, à part ça, ça va. Donc, c'est plutôt cool d'avoir Steve Nash. Et puis, je pense que même si c'était il y a pas si longtemps que ça, il sera encore plus fort maintenant. Il a un jeu qui est encore plus adapté à maintenant. Il shooterait plus parce qu'il est hyper propre et ça serait peut-être encore meilleur le Steve Nash de l'époque aujourd'hui en 2023. Donc voilà. Eh ben, Gabin, je vais te donner la place sur les Kings. Parce qu'effectivement, on va pas passer à 4 sur Steve Nash qui était le choix évident. Les Kings, 48 victoires, 34 défaites. Alors peut-être que les anciens iront m'insulter quand je vais dire ça, mais je pense que c'est une équipe où il y a beaucoup, beaucoup d'options possibles. Je pense qu'on peut avoir 3 choix différents tous ensemble. Je suis d'accord. 4 peut-être. Gabin, t'es parti sur qui? Je suis parti sur Mitch Richmond, qui a joué 7 saisons aux Kings, donc vraie légende là-bas.
C'est un arrière-coureur avec du shoot. Ça me plaît bien, en fait, pour remplacer Werther, de rajouter une vraie option offensive et pas juste quelqu'un qui reste dans le corner. Donc, de rajouter de la diversité, en fait, dans l'attaque des Kings. Ça me plaît beaucoup. Donc, Mitch Richmond, c'est très bien. Un Mitch Richmond. Amine a l'air content, mais Amine a l'air plus content en mode je respecte ce choix, mais ce n'est pas ton choix. T'as choisi qui, Amine? Eh ben si, c'est mon choix, figure-toi. Oh C'est mon choix. Et le seul truc, je voulais ajouter que c'était pas seulement un arrière-scoreur, c'était un formidable défenseur, Mitch Richmond, pardon. Le lapsus avec qui j'ai hésité pour le choix. Chris Webber est probablement le meilleur joueur de l'histoire de la franchise, mais déjà, et encore, c'est pas sûr, effectivement, mais jeu un peu anachronique. Donc, comme il y avait un peu le choix, effectivement, j'ai considéré Vlad Divac, mine de rien, sacré joueur, et pour le coup, NBA moderne, je trouve, Vlad Divac, aujourd'hui, ça serait pas mal d'avoir ce genre de pivot. On voit que c'est un pivot à la Jokic, comme on aime dire, donc à la Sabonis également, mais du coup, le fit était pas ouf. Par contre, je trouve qu'au poste 2, c'est intéressant d'ajouter Mitch Richmond, super défenseur sur le point of attack, excellent attaquant. Il shootait déjà beaucoup, en plus à 3 points à l'époque, donc franchement, je trouve que le fit marchait trop avec Mitch Richmond pour ne pas le choisir, en fait. C'était surtout ça. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Juste préciser que si je dis que c'était un super défenseur, je crois que Michael Jordan disait que c'est celui qui l'embêtait le plus à l'époque en défense. Donc, voilà. Après l'analyse de Michael Jordan, on a vu ce que ça a donné au Hornets. Il faut peut-être pas s'y fier tout le temps. Il y a un ressenti aussi. Là, on parle de ressenti sur un terrain. C'est pas pareil. Non mais je plaisante. Là, on est dans la provocation, bien évidemment. Mais j'ai aussi pris Mitch Richmond, puisque si on classe les meilleurs arrières des années 90, en fait, derrière l'ombre de numéro 23 de Chicago, Mitch Richmond, il peut être dans la conversation. Il y a Drexler, mais Mitch Richmond, il fait 7 années à Sacramento, il est 6 fois All-Star. Voilà, j'ai pris en considération Tyrese Haliburton, mais ça c'est pour déconner encore une fois. Non, bien évidemment, j'ai pris en considération Oscar Robertson, qui est pour moi le meilleur joueur de l'histoire des Kings. J'aurais vraiment voulu voir ce que ça aurait pu donner Oscar Robertson à côté d'un joueur comme De'Aaron Fox. J'ai pris en considération Tiny Archibald, qui a été le seul joueur de l'histoire à être meilleur marqueur et meilleur passeur sur une saison. Mais il était, son nom, si c'était Tiny, c'était pas pour rien, un peu trop petit pour la NBA de 2023. Chris Webber a été pris en considération, mais je l'avais pris à Washington, donc c'était faussé. Et puis même la raquette Chris Webber de Domantas Sabonis. C'est dur. En fait, il soulagerait Sabonis défensivement, Chris Webber, même si c'était pas non plus un défenseur exceptionnel, c'était quand même un bon défenseur. Mais j'ai pris Mitch Richmond parce que dans la NBA de 2023, tu le mets à la place de Kevin Werther, tu as une puissance de feu qui est très bonne et il était capable aussi de driver, capable de slasher. Bon dribbleur, on sous-estime la capacité de dribble de Mitch Richmond. Donc ouais, moi pour toutes ces options, je l'ajoute à ces Kings. Eh ben, je vais me retrouver tout seul, en fait, sur celui-ci. Alors c'est bizarre, c'est parce que c'est une franchise où il y a beaucoup de choix et pourtant mon choix s'est fait très rapidement. Moi j'ai choisi Peja Stojakovic. Parce qu'en fait, je voulais rajouter du shoot et je suis très sceptique sur l'expérience, la suite de l'expérience Harrison Barnes. En tout cas, je trouve qu'Harrison Barnes montre certaines limites, même si c'est un joueur qui pouvait pas perdre cet été. Kevin Werther commence à avoir un passif, je suis assez d'accord avec vous, qui est lourd en playoff. C'est vrai, mais moi, tant qu'à... Et je renvoie du coup à l'épisode de Duncan Friends avec Baptiste sur on a parlé de l'évolution du jeu NBA, on a notamment parlé des Kings. Moi, mon objectif, c'est de faire dans cette équipe-là, des Kings, une équipe où, genre, j'écarte le terrain au maximum pour les end-off entre De'Aaron Fox et Sabonis. Et du coup, je mets Peja Stojakovic, je mets Kevin Werther. Alors, j'ai bien conscience que je pense que votre choix qui sera le choix de Dunkebdo est peut-être meilleur que le mien. Moi, c'est juste vraiment dans cette expérience totale d'écarter le terrain et d'avoir cette possibilité de s'exprimer dans du drive. Et puis, tout simplement, je pense que j'ai un traumatisme de Peja Stojakovic dans les jeux de basket de mon enfance où c'était une machine de guerre. Et du coup, je me suis dit que cette qualité au shoot, alors oui, défensivement, c'est peut-être pas le joueur le plus impressionnant, mais c'est un joueur que j'aurais bien aimé voir dans ces Kings-là, que j'aurais bien aimé ajouter, tout simplement. Et puis,
puis, déjà, en termes de réussite au shoot, en regardant les chiffres dans les années 2000, je serais curieux de voir ce que ça donnerait avec du spacing en 2023. Alors, du coup, pour Mitch Richmond, qui tournait à 40% à 3 points sur toutes ces saisons aux Kings, sur 5 tentatives par match dans les années 90, Ben, t'aimerais pas voir ça aussi en 2023 pour le coup? Eh ben non, parce que j'ai décidé que c'était PS Du coup, on va enchaîner, les gars. Non, vous avez raison sur celui-ci. On va enchaîner sur celui-ci, pas sur les autres. On va enchaîner avec les Memphis Grizzlies. Je dois avouer, j'ai triché, j'ai demandé à un certain Tom Feller, Tom, tu prendrais qui? Et il t'a dit Tony Allen. Il m'a dit qui prendrait, et du coup, ça fera une cinquième voix. Les gars, au cas où, il n'y a pas d'accord entre tout le monde. Alors non, pour ma défense, il m'a demandé qui je prendrais avant, et du coup, on prendrait la même personne. Allez, Gabin, vas-y, dis-moi, du côté des Grizzlies, tu prendrais qui? Avant de dire mon choix, je tiens à dire qu'on a beaucoup trop rigolé sur les Wolves, parce que quand tu fais le passif des Grizzlies, finalement, Ja Morant est déjà le meilleur joueur historique en termes de niveau, quoi. Ah bon? Je vois les têtes qui hochent. Ok. Alors, j'ai eu cette discussion avec j'ai eu cette discussion avec le dit Tom Feller. Je lui ai envoyé un message qui peut être vérifié dans la conversation. Dans 2-3 ans, ça sera le cas. T'as 2-3 ans d'avance, oui, je pense, gamin. Il y a des chances. Mais c'est sûr. Parce que je vais vous dire mon choix, qui pour moi est le meilleur joueur de la franchise, c'est Marc Gasol. Pour moi, Ja Morant, il est déjà un niveau au-dessus, en fait, que Marc Gasol de l'époque. Et c'est pour ça qu'on a rigolé des Wolves. Je me dis, si ton meilleur joueur historique, c'est Marc Gasol, c'est vraiment pas fou. Après, je pense qu'on parle de ça aussi parce qu'il n'y a peut-être pas le même passif. Enfin, en termes de passif, il y a l'épisode Vancouver, etc. Mais c'est vrai que c'est pas non plus c'est pas une franchise. On le dit, sur ce haut du panier, là, on a eu un moment dans le classement, on a enchaîné Lakers Warriors. Là, on est un peu sur des franchises qui ont un peu moins de choix. Un vote Marc Gasol, j'enchaîne 2 votes Marc Gasol de mon côté à moi aussi, tout simplement parce que apporter cette solidité défensive, on a donc un Jaren Jackson, défenseur de l'année, on a un Marc Gasol, défenseur de l'année, sa qualité aussi de passe, sa capacité à s'écarter aussi qui peut être intéressant. Donc pour moi, c'est un fit très très bon fit. Amine, je te laisse enchaîner. 3 pour Marc Gasol. Je ne veux pas dire grand-chose de plus. C'est le retour de la première saison de Jaren Jackson. Il avait Marc Gasol à côté de lui, donc qui l'a mentoré. Donc une version un peu plus âgée de Marc Gasol, qui allait gagner un titre après du côté de chez Gabin. Mais moi, j'aime bien l'idée justement de retrouver... Alors, en termes de fit, c'est très bien parce que c'est un upgrade. Mais c'est pas, disons que Steven Adams c'est bien, quoi. Donc c'est pas le truc peut-être que tu auras ajouté. T'as plus envie d'ajouter un ailier, mais Marc Gasol s'imposait en fait en quelque sorte. Voilà. Constant. Vous avez tous pris Marc. Du coup, je vais prendre Pau. Ça marche aussi. Je vais prendre Pau Gasol parce que il est dans la conversation peut-être pour être le meilleur joueur en termes de niveau individuel de l'histoire des Grizzlies. Était-il vraiment moins fort que son frère? Sur son passage à Memphis, peut-être, quand on voit ce qu'il a été capable de faire du côté de Los Angeles, je pense que Pau était un meilleur joueur que Marc Gasol. Donc voilà, j'ajoute Pau Gasol, un petit peu plus de scoring à l'intérieur. Alors, le passage de Pau Gasol à Memphis, on n'est vraiment pas dans la NBA de 2023. Il était plus dans la NBA de 2023 avec son passage peut-être à Chicago, peut-être les dernières années aux Spurs où il commençait à tirer à 3 points. Mais Pau, ouais, parce que avoir une raquette du coup avec Pau Gasol qui score et Jaren Jackson Jr. qui est capable d'être toujours à ce level défenseur de l'année défensivement, je trouve que c'est pas mal. Eh bien, ajoutons un Marc Gasol et nous allons terminer par les Nuggets, je vais y arriver, champion en titre, premier de la conférence Ouest avec 53 victoires et 29 défaites. On est parti sur qui? Allez, j'enchaîne les tours. Allez, Amine. Tu es parti sur qui? Écoute, j'ai vraiment fait au fit parce que c'est clairement pas le meilleur joueur de la franchise. C'est une période pas si longue que ça, mais j'avais besoin un peu de gestion
et de pas laisser comment dire, Nikola Jokic tout seul à gérer. Donc j'ai choisi Chauncey Billups. On le connaît plus pour son passage du côté de Détroit, mais ça a été des bonnes saisons du côté de Denver, où il a joué d'abord avant d'aller à Détroit, où il était jeune et il n'a pas marqué la franchise à ce moment-là, mais son second passage a été très positif, et moi j'aime bien cette idée. Alors pour l'incorporer, c'est pas si simple que ça, parce que du coup, en gros, faudrait que Jamal Murray soit ton poste 2. Faudrait peut-être sortir KCP ou passer KCP en 3 et sortir MPJ. C'est un peu compliqué, mais en tout cas, je pense qu'il ferait beaucoup de bien. Il ferait beaucoup de bien à la franchise, et ça libérerait un peu Jokic, ça lui permettrait d'être encore meilleur peut-être. Donc voilà. Eh bien, de Chauncey Billups, on a fait un tweet qui a beaucoup fait réagir par rapport à cet épisode-là, et j'avais vu l'équipe de QI Basket, pardon, il est très tard encore. L'équipe de QI Basket, du coup, et notamment N5, qu'on salue, qui avait justement parlé de Chauncey Billups avec l'idée que ça permettrait aussi de reposer les minutes sans Jokic deviendraient moins abyssales avec cette option-là. Donc, je serais parti sur ça. Constant, t'es parti sur qui? Chauncey Billups. J'ai longuement hésité avec Alex English et avec David Thompson parce que tu ajoutes des joueurs de ce calibre en termes de scoring et en termes de capacité à porter la balle. C'est quand même très haut. Alex English fait des saisons monstrueuses du côté de Denver dans les années 80, à l'époque où ça courait à balle. Mais j'ai quand même pris Chauncey Billups parce que Chauncey Billups, faut quand même pas oublier que lorsqu'il se fait échanger, il sort d'une équipe qui est finaliste de conf. Il se fait échanger à Denver, il emmène cette équipe de Denver en finale de conf. Alors il y avait Carmelo Anthony, bien sûr, mais il est échangé contre un joueur qui sortait d'une période où les Nuggets passaient pas un tour. Il arrive dans l'équipe qui est finaliste de conf, ils se font sweeper au premier tour. Voilà, dédicace à Amine et avec Allen Iverson, si vous n'avez pas compris. Mais c'est ça la différence entre peut-être un joueur superstar et un joueur qui te fait gagner. Mais Chauncey Billups, voilà, parce que c'était pas un si mauvais shooter à l'extérieur que ça en plus. Du côté de Denver, il y a des saisons où il a plus de 40%. Il est All-Star cette année-là à Denver. Je crois même l'année 2009 où ils font finale de conf. Je crois même que l'année d'après, il doit encore être All-Star. Donc voilà, pour moi, tu remplaces KCP par Chauncey Billups. Tu perds en taille, ce qui est un peu embêtant parce qu'il mesurait qu'1m90. Mais en termes de capacité de porter la balle et défensivement, c'était un fort défenseur. Quand tu as joué pour les Pistons de 2004, c'est que tu savais défendre globalement. Donc, j'ajoute Chauncey, capacité à jouer off-ball, capacité à défendre, capacité à scorer. C'est pas le nom le plus clinquant, mais Chauncey Billups a souvent été là dans les équipes qui performaient loin durant la post-season. J'ai observé Gabin pouffer de rire. Donc, Gabin, il y a deux solutions. Soit tu as Chauncey Billups, je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense que tu as le joueur qui compte dans le petit cœur d'Adrien qu'on salue. C'est ça? C'est exactement ce que j'allais dire. Dédicace à Adrien, j'ai pris Carmelo Anthony. C'est pas le meilleur choix, mais en fait, Michael Porter Jr. m'a beaucoup trop énervé sur les finales. Donc voilà, je mets Carmelo à la place pour le scoring. Maintenant, défensivement, on le connaît. Donc c'est sûr que le scoring, c'était pas le besoin des Nuggets, mais je sais pas, j'ai envie de voir un 5. Exactement le même, mais avec Carmelo Anthony à la place de Michael Porter Jr. Et c'est un joueur que j'apprécie beaucoup parce que c'est quand j'ai commencé à suivre la NBA, donc c'était l'époque où il était à New York et il enchaînait les perfs au scoring. Donc j'aime beaucoup. Voilà, mais je sais que pour le coup, là, c'est peut-être la seule équipe où je suis conscient de ne pas avoir pris le meilleur choix. Du coup, avec Carmelo Anthony aux Nuggets, Nikola Jokic va passer de 27% d'usage à 7% d'usage. C'est bien. Eh bien, on va conclure là-dessus. D'ailleurs, petite dédicace aux fans des Knicks, ça nous a été dit en DM, et ça nous a été dit en message sur Twitter. Maxence, qu'on salue. On aurait pu citer Carmelo du côté des Knicks. Ça marchait mieux aux Knicks, en vérité. Ça marchait mieux aux Knicks, ouais. J'ai pensé après, je me suis dit vraiment, on est vraiment hormis Adrien, on est vraiment des haters de Carmelo. Ouais. Quand on a fait les Knicks, on n'a même pas cité Carmelo Anthony, c'est pour vous dire. Eh ben, faisons le même petit jeu, les gars. Il est bientôt 1h20 de podcast, mais on s'en fiche. Alors, faisons le même jeu. Essayons de classer le top 4. Et puis, allez. Après, on essaiera de faire peut-être un top 3 NBA, bien évidemment, théorique. Parce que là, ce qui est un peu difficile, c'est que ça mêle à la fois
nos ajouts, mais aussi ce qu'on pense des équipes vraiment. Hein. Donc, allons-y. D'abord, à l'ouest. Reprenons le top 4. Est-ce que les Suns restent dans le top 4? Oui. Ouais, Ok, donc j'ai Pour moi, c'est un les Suns seuls. de valider. ouais, Mm. exactement. J'aurais tendance à dire pareil. Du coup, on a seulement les Suns qui restent. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que les Warriors reviennent à l'intérieur? Oui. Oui. Moi, j'avais Ok. les Wolves de Sam Cassell à la place, ça me paraissait plus cohérent. Non, Donc, Warriors, très bien. on a du Suns, on a du Warriors. Est-ce que les Lakers reviennent à l'intérieur aussi? Je suis Oui. pas sûr. Oui. Je suis Moi, pas oui. sûr. J'aurais Bah, tendance à dire j'ai que envie oui. de dire, avec Jerry West, oui, avec Magic Johnson, je suis peut-être un peu moins sûr. Bah, non, le 4, c'est Magic Johnson, justement. Donc, Ouais, justement. Mais du coup, avec Magic, je suis peut-être un peu moins sûr. Un Et peu moins ouais, sûr, avec ouais, Jerry je suis- West, j'aurais fait, ouais, ok. Mais pour Alors, moi, est-ce il qu'on monte est- quand même, il y a trop de QI basket entre, Ouais, c'est Magic, entre Magic et LeBron. Puis là, je suis en train de regarder le reste et. Ah, C'est les ça peut se quatrièmes. discuter quand même hein, avec certains. Alors, on a les Clippers Ouais, c'est déjà montent. peut-être. C'est bien, un Mais ça Clippers. dépend, c'est toujours pareil. Hein. Les histoires de blessés, pas blessés, ça risque de compliquer Est-ce que dans notre le... basketball fictif, les deux sont à 100%? C'est ça. C'est ça. Ouais, on va dire que oui. Parce que, on est quand même encore en train Alors, de transférer des mecs des années 60. Hein, donc, on n'est plus à ça Alors, près, oui, je veux dire. alors il y a un oui, les moment. Clippers, ils sont dans le top 4 alors, dans ces cas. Alors, peut-être. Et encore, je suis pas sûr, C'est-à-dire hein, parce que je suis pas sûr. Il y a quand même des trous poste Quand 4, même. poste 5. S'ils Mhm. se retrouvent avec Zubac pour défendre sur Wilt, c'est plus difficile. C'est vrai. C'est quand même dingue que nos 4, c'est la division Pacifique, en fait. Parce que Moi, je pense que le Thunder aurait quelque chose à dire hein, avec Kevin Durant en plus. C'est exactement ça. Dans ce. Chet Holmgren pour défendre Hakeem Olajuwon et pour défendre Will Chamberlain. Allez, vas-y, mon grand. Allez, débrouille-toi. Josh Giddey pour défendre Magic Johnson. Allez, mon gars. Mais pareil, si on considère en santé, ça veut dire que Zion est en santé aussi. Et donc les Pels de Chris Paul aussi, puisque vous avez pris tous les trois Chris Paul. Ça, c'est costaud aussi quand même, hein, avec Zion en santé. Ça reste en dessous du top plus 4. bas, hein. c'est plus bas, ouais. Ouais, Non, mais là, Ouais, je je pense, dis juste ouais, les équipes qui passent un. mais c'est Un step. solide. Enfin, Donc- top 4, t'as quand même deux équipes qui ont, arguably, deux joueurs top 10 all-time NBA dans leur effectif. tout va bien. Du coup, les gars, Mais les on Lakers, part, ils si ont- on part. Juste, Et les Lakers, les Lakers, ils ont un des deux joueurs top 10 qui est un peu fatigué. Hein. Parce qu'autant on récupère un prime Magic, autant il y en a un, il est fatigué. Il est fatigué, mais il Grave. reste quand même bien solide Oui, pour, oui, pour son âge. Ouais, c'est le moment où je place qu'on en parlera dans le DH20. Merci, Gabin. Il n'y en a aucun des deux qui allait me le faire. Hein. C'est incroyable. Il y Bien a sûr un que placement si, trop bien sûr facile. que si. Donc, on se met d'accord, les gars, sur Suns. Là, c'est le choix unanime assez facile. Suns, Ouais. Warriors, Lakers, Clippers. 4 Oui. équipes de la Pacifique. Ouais. Du coup. Les Nuggets, ça sort? Oui. Ah oui. Ouais. Ils restent, sortent. ils sont sérieux hein, quand même. Hein. C'est vrai qu'on les a pas cités. Là, pour Bah, le coup, cinquième, ils alors. sont très sérieux. Mais le truc, c'est qu'il y a que, en gros, toutes les équipes qu'on vient de citer, elles ont 2 joueurs all-time. Il y en a, j'en Ouais. vois. Alors, j'ai un grand respect pour Chauncey Billups, qui est au passage le joueur préféré de mon papa. Bonjour papa. Mais, tu vois, il y a trop de gap de talent là. Ils vont trop perdre au niveau talent. Et du coup, si on en venait à faire un top 3 NBA global, les gars, Ouf, je me suis... alors là, il faut réfléchir déjà à Alors, la semaine dernière, pour un peu pour ceux qui nous ont pas écoutés, honte à vous, par rapport à la semaine dernière, on s'était fixé sur les Bucks qu'on avait laissés dans le top 4, on avait laissé les Celtics dans le top 4, on avait remis les Cavs dans le top 4 et on le avait Heat. mis le Heat dans le top 4. Le hit de LeBron Prime. putain, Le c'est- Heat pour moi. Pour moi, le Heat, Ouais. c'est la meilleure équipe. J'hésite vraiment entre le Heat et les Warriors. Les Ouais, Warriors, ça c'est joue. sale, hein. les Warriors, Les Warriors, les Warriors, c'est c'est dur. très théorique, mais ça fait flipper. Hein. Si, Ah, Wilt. Ouais. En converse, là, il te met les 100 points et... Non, mais c'est surtout que si c'est LeBron, du Heat, il y a l'aspect défensif en plus. Et donc là, tu dois défendre C'est sur ça. Jimmy Butler, sur LeBron et sur Bam Adebayo. Enfin, tu dois attaquer plutôt sur Butler, sur LeBron et sur Bam Adebayo, tout en ayant en attaque un joueur comme LeBron James. ouais.
Ça fait peur. Pour moi, ça se joue entre les Warriors et lui. Et si Les ça c'est top 2, troisième- troisième, je mettrais Celtics. Et moi, les Hmm. Suns, les gars. Ouais, Les Suns, j'allais c'est le un, dire. c'est un Ah ouais, Je délire. suis d'accord Pour avec moi, toi. les Suns, ouais. Pour moi, Parce c'est qu'en les fait, Suns. l'ajout de Steve Nash rend cette équipe tellement cohérente. Mm. Le manque de cohérence qu'elle a un petit peu aujourd'hui, parce que ça va être costaud quand même, les Suns. Mais rendez-vous au preview. mais, Ah, c'est même plus oui, le mais DH20, oui. c'est les previews, là, carrément. mais, mais là, avec l'ajout de Steve Nash, ça rend l'équipe très très cohérente. Hein, et Mm. très flippante. Mhm. Ouais. Mhm. Parce que à côté de Steve Nash, tu as trois joueurs très capables off-ball, hein, quand même. Hein. Donc, Donc, sur le top 3 de la NBA, il y a 2 équipes de la division Pacifique. Mhm. Mm. Eh ben, on va vous laisser, ça c'est un réflexe de youtubeur, en commentaire, nous dire qui seraient selon vous les meilleures équipes. Bizarrement, aucune citation des Timberwolves, ni des Hornets ou des Hawks de Prime Paul Millsap, bizarrement, etc. En tout cas, on vous remercie, je l'ai dit sur Twitter, on vous remercie parce qu'on a eu des bons retours par rapport à ce format. Et actuellement, on est chanceux parce qu'on a tous les formats qu'on essaye, à chaque fois, vous adhérez, vous êtes de notre côté, vous nous soutenez, donc ça fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup. C'était le cas avec Dunk & Friends, c'était le cas avec le 4K, qui n'est toujours pas un nom que je valide, mais bon, visiblement très c'est bien. validé. Avec Dunk & Friends, avec le 4K, avec les post-mortem, etc. Donc on vous remercie beaucoup. Petit message d'ailleurs, le dernier épisode de Dunk & Friends arrive bientôt. Après avoir parlé, on a parlé de Jalen Brown et de Jason Tatum et ils ne se sont pas fait trader. Ça, c'est magnifique. On a parlé d'évolution NBA, on a parlé de clutch. On va un peu sortir du basket. On parlera, j'aurai 2 invités prestigieux pour parler de podcasting NBA, tout simplement. Gabin, merci. Constant, merci. Amine, merci. Les DHV ont été rendus. Pour ceux que ça intéresse, oh là là, il y a des perles. Ça va être encore une édition légendaire. On en discutait déjà avant. Je tiens à dire qu'il y a un membre, une des 4 personnes présentes qui a dit ça va, mon DH20 est pas si scandaleux. Ça montre le niveau de confiance dans son DH20. Oh. Et pas si scandaleux. Et il faut dire, là actuellement, pour être honnête avec les auditeurs, alors non, pas au moment où vous allez entendre ce podcast, mais au moment où il est enregistré, je suis un peu en train de les séquestrer parce que j'ai tous les classements et je les ai pas encore donnés à l'équipe parce qu'on doit se mettre ensemble pour bien concocter les épisodes, comment on va vous enregistrer, tout ça. En tout cas, le DH20, ça arrive très très bientôt et on remercie tous ceux qui ont participé au questionnaire. Il reste que quelques jours, donc allez-y en description, jetez-vous sur le questionnaire du DH20 pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de podcast, que ce soit Podcast Addict pour les fans de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast, etc. Deezer aussi, sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter. On se retrouve très vite et puis on vous souhaite une très bonne semaine. Salut! Salut! Merci, Ciao. salut.